Face à la brutalité de l'être humain envers son environnement, une question se pose. Hey, look at this big cheeky bag. Et si la nature en venait à se venger elle-même des méfaits de l'humanité ? Hey, got a gun! Un film comme Crocodile Dundee offre une réponse radicale et très drôle à cette question. The Emu War imagine même une très cartoonesque guerre entre les hommes et les émeus. Malgré leur aspect loufoque, ces deux comédies saisissent là un aspect essentiel du 7e art australien. Le rapport contrarié entre l'homme et la nature est au cœur du cinéma local. Et un film symbolise plus que tout cette opposition, Long Weekend, sorti en 1978 et réalisé par Colin Eggleston. It's a dugong, a sea cow. Apparently there used to be thousands of them all along the coast until they were killed off for oil. Dans les années 70, les enjeux de sauvegarde de l'environnement percent dans l'opinion publique mondiale et Long Weekend, un pur survival, va très frontalement traiter cette question en racontant comment un couple de citadins négligents et pollueurs va devoir faire face à des représailles très violentes de la part de Dame Nature. En 1949, une explosion a provoqué des effets inattendus. 228 ouvriers ont développé une maladie très défigurante. On reconnaît aujourd'hui que le gaz libéré était toxique, dangereux. Objectif, la destruction des forêts où se terraient les Viet Cong. Un mois après la marée noire, la Bretagne panse ses plaies. On se demande même si les rivières avoisinantes ne sont pas polluées. 3 millions de personnes ont été contaminées. En 15 jours, les feuilles des arbres ont roussi. Des animaux sont morts. Et on recommande à la population de ne plus concevoir d'enfants. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de poissons morts dans les rivières. La pollution s'attaque à l'homme directement. As the world falls around us, how must we brave its cruelties? Dans les années 60 et 70, les catastrophes naturelles se multiplient. Les pétroliers Torrey Canyon et Amoco Cadiz s'échouent et déversent des dizaines de milliers de tonnes de pétrole sur les côtes britanniques et françaises. À Seveso, en Lombardie, des produits toxiques s'échappent d'une usine chimique et infectent tous les alentours. En Algérie et en Polynésie, les essais atomiques français contaminent de larges zones. À cette époque, le DDT devient l'insecticide le plus répandu en Occident, pulvérisé dans tous les champs et même dans les maisons pour lutter contre la malaria. Et pendant la guerre du Vietnam, 80 millions de tonnes de produits chimiques, dont l'agent orange, sont déversés sur le pays, causant de graves maladies chez les Vietnamiens et polluant également tout l'écosystème. Ces quelques exemples, parmi tant d'autres, viennent s'ajouter à la conclusion brutale de la Seconde Guerre mondiale avec le largage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Le constat est désormais très clair, l'humanité est en capacité de s'autodétruire et de détruire par la même occasion la planète. En quelques secondes, des milliers de personnes furent brûlées, tandis que les maisons, les usines, les murs s'aplatissaient comme des châteaux de cartes. Les arbres disparaissaient dans les flammes, l'herbe flambait comme de la paille. Dans les années 60, les constats alarmistes se multiplient alors. Dès 1962, Le Printemps silencieux, écrit par la biologiste Rachel Carson, dénonce violemment les dommages causés par les pesticides sur l'environnement. Le livre est un best-seller et provoque une vraie prise de conscience environnementale. Up to now, 500,000 copies have been sold, and Silent Spring has been called the most controversial book of the year. We have to remember that children born today are exposed to these chemicals from birth, perhaps even before birth. Now, what is going to happen to them in adult life? C'est donc dans ces années que naît véritablement l'écologie politique. Des ONG fameuses voient le jour, la WWF en 1961 ou Greenpeace en 1971. La même année, le ministère de l'Environnement est créé en France, avec un Georges Pompidou qui déclare « La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la Terre demeure habitable à l'homme. » Forcément, le cinéma s'empare très vite de ces questions et l'impact négatif de l'humanité sur la nature irrigue de nombreux films.
Les fourmis géantes des Monstres attaquent la ville, ou Godzilla, naissent de dérives scientifiques et reviennent faire payer à l'homme le prix de ses erreurs. A fantastic mutation, probably caused by lingering radiation from the first atomic bomb. Cette prise de conscience écologique se mêle ainsi parfaitement aux problématiques du cinéma de genre et aux films de monstres en particulier, par le biais de bêtes géantes ou de petits arachnides agressifs. Car, par un effet de symétrie cocasse, c'est au moment où on réalise qu'il faut protéger les animaux que le cinéma va montrer une nature belliqueuse. Comme si, par le biais de la fiction, des cinéastes donnaient une chance aux animaux de se venger d'une humanité sans considération. Birds are not aggressive creatures, miss. They bring beauty into the world. It is mankind. Sam, 3 Southern fried chicken. Baked potato on all of them. Le film séminal du genre est bien évidemment Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, datant de 1963, mais c'est un autre film qui va faire exploser le genre au mi-temps des 70s, Les Dents de la Mer, sorti en 1975, dans lequel un requin s'en prend aux habitants d'une station balnéaire. Le carton au box-office du chef-d'œuvre de Steven Spielberg va alors lancer une vague de films reposant sur le même concept. Et tout le bestiaire va y passer. Requins toujours, mais aussi alligators, pieuvres, vers de terre, ours, chiens, sangliers ou bien encore rats. Si Long Weekend semble a priori surfer comme tous les autres sur le succès du film de Spielberg, il va vite en prendre le contre-pied. Car dans le film de Colin Eggleston, la bête féroce et agressive n'est pas l'animal sauvage, mais plutôt l'homme lui-même. En 1978 sortent donc 2 survival au concept très similaire, Day of the Animals, ou La Revanche des Animaux en français, et Long Weekend. Dans ces 2 films, des citadins en excursion se retrouvent observés, menacés, puis attaqués par la faune locale. Mais derrière cet affrontement sanglant se cache un discours très politique, car il est en fait moins question d'attaques sauvages et gratuites que de revanches très légitimes. Ainsi, dans La Revanche des Animaux, la responsabilité de l'humanité est affirmée très directement. Earth's ozone layer was being depleted by a constant release of various chemical wastes in the atmosphere. Ici, c'est la destruction de la couche d'ozone qui pousse la faune à se retourner contre les humains. Si le film de William Girdler part d'un constat scientifique et se veut un véritable cri d'alerte, il assume tout de même son statut de pure fiction et plonge largement dans le spectaculaire et l'horreur, avec des animaux tous plus menaçants les uns que les autres, comme dans un best-of de tous les films d'attaque animale de la décennie. L'idée de nature vengeresse est donc dans l'air du temps et est même constitutive de nombre de survival. Dans Délivrance, par exemple, la matrice du genre, on apprend vite que la vallée dans laquelle les personnages vont faire du canoë va être noyée avec la construction d'un barrage. You push a little more power into Atlanta, a little more air conditioners for your smug little suburb, and you know what's going to happen? We're going to rape this whole goddamn landscape. We're going to rape it. Les péripéties dramatiques qui suivent peuvent alors être vues comme une vengeance de Dame Nature envers ses citadins, indifférents et hautains. Et Long Weekend suit le même chemin. Dans le film de Colin Eggleston, un couple quitte la ville pour un week-end de camping près de la mer. Le film prend alors tous les atours du survival classique, se plaçant clairement sur les traces de Délivrance quand les personnages rencontrent des hawkers, les rednecks australiens. Mais c'est quand le couple va laisser derrière lui toute civilisation pour s'enfoncer dans le bush que les choses vont véritablement mal tourner. Et c'est également à ce moment que le film va prendre à contre-pied les attendus du genre et se détourner des nombreux décalques des Dents de la Mer, comme l'explique le scénariste Everett de Roche. Je voulais éviter de faire un film d'horreur comme Les Dents de la Mer. Je voulais que les bestioles de Long Weekend aient toutes une apparence bénigne et ne soient pas ouvertement agressives. J'avais le projet, assez vague, d'écrire une sorte d'histoire d'horreur environnementale,
en partant du principe que la terre nourricière possède son propre système auto-immunitaire et que, lorsque les humains commencent à se comporter comme des cellules cancéreuses, elle attaque. Cette idée est installée dès l'ouverture de Long Weekend. Dans un long et lent zoom, comme si l'on partageait le regard d'un entomologiste, nous est introduit le personnage masculin. Et quand ce dernier fait rugir le moteur de sa voiture, une coupe brutale nous montre des pigeons s'envolant effrayés. L'antagonisme qui va être au cœur du récit, l'homme, insouciant et brutal face à la nature, est ici brillamment exposé, synthétisé par de longs fondus enchaînés également dans les toutes premières minutes du film. Ainsi, dans Long Weekend, ce n'est pas l'animal qui attaque, c'est l'homme qui agresse, sans sommation, c'est l'homme qui est antipathique, c'est l'homme qui, débarquant dans un autre univers que le sien, va semer la terreur et la désolation. Le film brise là une des conventions les plus fortes du cinéma d'horreur, l'identification entre le spectateur et le héros, c'est-à-dire le biais par lequel les émotions fortes adviennent quand le public craint par exemple pour la vie d'un personnage. Si les survivals présentent souvent un groupe de personnages avec des caractères très différents, il y en a toujours un qui permet une accroche immédiate. Une Madame Tout-le-Monde ou un Monsieur Tout-le-Monde suffisamment discret et serviable pour emporter l'attachement. C'est donc ce trope essentiel que Long Weekend pervertit en nous présentant un couple sur le déclin. Quand on découvre Marcia par l'intermédiaire de Peter, c'est via la lunette de son fusil. La tension dans le couple est directement installée. Et cette animosité va évidemment influer sur leur comportement. The two characters in Long Weekend, they're pretty nasty couple in a way. Not only are they at each other's throats, but they proceed to trash the environment. They were quite intentionally non-sympathetic, which again is something that wasn't done very often in those days or even now. L'un erre sur la plage, racontant qu'il souhaite profiter de l'air marin, mais incapable de faire autre chose que de se saouler et de souiller son environnement. L'autre refuse en bloc l'idée de nature, ne voulant pas quitter sa tente et déversant des tonnes d'insecticides dans le campement. Bref, l'harmonie avec la faune et la flore qui les accueillent est nulle. S'ils partagent de rares moments de complicité, si l'on éprouve tout de même un peu d'empathie pour eux, et notamment pour Marcia, quand on comprend peu à peu leur histoire, What's the matter with you? You know what's the matter with me. You didn't have to smash it. I didn't have to have an abortion, Peter. les deux personnages restent tout de même fondamentalement désagréables. Pour le couple, le week-end va être long. Et c'est la faune et la flore qui vont faire les frais de cette mauvaise humeur, qui vont devoir faire face à toute l'arrogance et au mépris de l'être humain. What have you been doing to the tree? Chopping it down. Why? Why not? Face à ces envahisseurs, la nature ne peut que vouloir les expulser brutalement. Shit. Et le spectateur en vient également à le souhaiter. As an audience, you turn to nature's side. You want nature to stamp these two people out. En choisissant de ne pas incarner la menace dans un seul animal antagoniste, c'est l'ensemble de la faune, à l'apparence inoffensive, qui, petit à petit, va s'en prendre au couple. À force d'attaques étranges, d'événements inexpliqués, les deux héros sombrent peu à peu dans la paranoïa. Long Weekend se place à la frontière du fantastique, et on voit là toutes les dimensions métaphoriques que peut prendre le film d'horreur, et ce film en particulier. Fable psychologique, quand les regrets, les angoisses intimes qui tourmentent les personnages se matérialisent à l'écran et viennent les brutaliser, ou fable sociétale réactionnaire, quand on pense au fait que l'élément fondateur dans la discorde du couple est un avortement, toutes les agressions contre la nature pouvant être alors vues comme une répétition de cet acte initial, avec la punition finale du couple par Dame Nature, ou encore, évidemment, fable écolo-horrifique très percutante, le film étant l'un des plus révélateurs de la prise de conscience environnementale des années 70. Quelle que soit l'interprétation que l'on choisit, le constat est clair, c'est bien la nature elle-même, dans son ensemble, qui se rebelle contre les humains, et l'affiche du film énonce cela sans ambiguïté. Dans ses interviews, le scénariste Everett de Roche revendique lui la lecture écologique du film. Mais Long Weekend prend soin de mettre de côté toute explication. La menace demeure diffuse et la tension très ambiguë. Le suspense repose alors d'autant plus sur la mise en image
que le réalisateur Colin Eggleston va penser comme une déclinaison, très radicale, de la fameuse vue subjective du requin dans Les Dents de la Mer. Tout le film est ainsi construit sur la suggestion, un jeu sur le regard, facilité par le décor forestier, imposant de nombreuses amorces. Les cadres, avec la végétation à l'avant-plan, enferment le couple de héros comme prisonniers de cet élément naturel. Plus qu'un déclencheur de suspense qui serait concrétisé par une attaque, par l'explosion de la violence, aussi redoutée que désirée, ce principe est utilisé en tant que pur point de vue. La multiplication et la longueur de ces plans instillent l'idée que le couple est sans cesse épié, non par un prédateur unique, mais par des centaines d'yeux, par toute la faune l'entourant, dans les arbres, dans les buissons, tapis dans l'ombre. Et le travail sur la bande sonore, pour imposer un hors-champ plus menaçant encore, finit d'installer une atmosphère très inquiétante. Le montage pousse également cette mise en relation entre personnages et environnement. Dans cette scène, le couple observe, inquiet, la mer ensanglantée, puis quitte les lieux, et le montage coupe sur des mouettes, puis des rapaces, avant qu'une simili-caméra subjective ressorte des hautes herbes et que l'on revienne définitivement sur le couple. D'un point de vue de compréhension stricte de l'intrigue, on aurait pu avoir une simple ellipse, mais cette transition via la faune, puis ce mouvement de caméra équivoque, imprime l'idée d'une nature dominante, puissante, s'imposant aux deux héros humains. Voilà où se loge toute l'originalité et la force de Long Weekend. En enfermant ses personnages dans un territoire hostile, avec une faune regardant droit dans les yeux l'espèce humaine, le film de Colin Eggleston, au-delà d'être en phase avec les préoccupations écologiques de son temps, dialogue également avec toute l'histoire du cinéma australien, avec toute l'histoire de l'Australie. Depuis l'arrivée des Européens en Australie, le néerlandais William Janszoon en 1606 puis le britannique James Cook en 1770, la question de la conquête de cette île-continent est centrale. Lors des guerres de la frontière entre 1788 et 1934, les colons combattent les populations autochtones dans le but de s'approprier ces terres immenses. La colonisation est violente, les aborigènes sont massacrés, voient leur culture niée. How many Aborigines did the whites kill? The answer is 250,000. They took away our way of life. What for? What harm have we done? You can't say we haven't given you anything. We've introduced you to alcohol, religion. Religion. Influenza, measles, syphilis. Si les colonisateurs britanniques dominent les aborigènes, le territoire australien en lui-même ne peut être mis sous tutelle. Entre le bush et l'outback, ces lieux demeurent très hostiles à la vie humaine, et notamment aux descendants des colons. This is John Grant, a handsome, intelligent young school teacher. This is John Grant, an ugly, sweaty, desperate animal. What happened to John Grant? The outback happened to John Grant. L'homme ne peut pas vivre dans ces espaces, seulement y survivre. La nuance est fondamentale et c'est cette impossibilité que l'on va retrouver au cœur de tout le cinéma australien, dans Long Weekend évidemment, mais aussi depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que, de cette terre inhospitalière, une figure majeure du 7e art local va émerger, le bushranger, le hors-la-loi australien. Au XIXe siècle, le bush offrait à ses malandrins un refuge et ils survivaient en attaquant les fermes, les banques, les routes, en affrontant les autorités. Anciens bagnards, ils étaient souvent d'origine européenne donc, mais parfois aussi aborigènes, comme Mosquito, qui luttait contre l'avancée des colons en Tasmanie, ou Jimmy Governor et ses frères, dont l'histoire a largement inspiré le film Le Chant de Jimmy Blacksmith, datant de 1978. I've declared war. Declared war! L'un des derniers et des plus populaires bushrangers est évidemment le fameux Ned Kelly, dont le gang défiera les autorités dans les années 1870,
Et ce personnage fera l'objet de nombreux films, donc, interprétés par Heath Ledger ou même Mick Jagger. They were cleaning the camp and boiling some tea. When up jumped Ned Kelly with his comrades three. A shout and a cry and the crack of a gun. Lonergan staggers and Lonergan's done. Le hors-la-loi est également au centre du premier long-métrage de l'histoire du cinéma australien, considéré même comme le premier long-métrage de l'histoire tout court, The Story of the Kelly Gang, réalisé en 1906 par Charles Tate, dont il ne subsiste que quelques fragments. Ce film fondateur est symbole tout à la fois de l'Australie et de son cinéma. Et le bushranger également, un être en marge qui erre dans les grands espaces et s'y fond, devenant l'incarnation de son danger. Rebelle politique autant que bandit de grand chemin, il est un personnage forcément très romanesque, tel un Robin des Bois local. Hey! Oh, it's Ned Kelly! Look! Oh my God! It's Ned Kelly and Joe Byrne. Where will you go, Ned? The country belongs to us. And we'll go wherever we like. Le bushranger devient alors une figure majeure de la culture populaire, comme le souligne Melvin Z dans son livret sur Mad Dog Morgan. Les bushrangers incarnent la première itération de l'Australien idéal, dépositaire privilégié des valeurs qu'on lui accorde. Ce sont de bons camarades, révoltés par l'injustice, indisciplinés, insolents et grande gueule. Ils sont aussi très à l'aise avec les chevaux et connaissent bien le bush, dans lequel ils savent survivre et évoluer sans souci, contrairement aux policiers qui représentent la violence et la répression aveugle, terrible en ville, mais complètement perdu dans la nature. Au début du XXe siècle, le cinéma australien est alors un des plus florissants au monde et le bushranger movie est le genre le plus en vogue du pays, au point d'interpeller les autorités qui s'inquiètent de cette popularité et donc de sa mauvaise influence sur le public. Une série d'amendements va alors censurer le genre qui disparaît, entraînant dans sa chute tout le cinéma australien. Ainsi, si l'année 1911 est très faste, avec plus de 50 films de fiction, avec des publicités qui s'affichent même sur les calèches, il faudra ensuite attendre des décennies avant de retrouver un niveau de production équivalent. En 1927 sort dans les salles For the Term of His Natural Life, le plus gros budget du cinéma muet australien. Un film très ambitieux qui joue évidemment sur le spectaculaire des paysages australes. Mais ce film fait figure d'exception, car, de manière générale, entre les années 30 et les années 60, la production est en berne. Today there's no industry in this country making feature films. We rank with Ecuador and Iceland, which, like us, are among the great non-filmmakers. But there are signs that we might have found our dormant film industry. Ce n'est qu'à la fin des 60s que le cinéma national va renaître de ses cendres. Le succès de la comédie La Conquête du bout du monde en 1966 déjà marque un renouveau et l'amorce d'un cinéma 100% australien. If you please, I wish to drink some beer. A schooner or a midi? Avec cette histoire d'un immigrant italien qui doit se fondre dans la culture locale. If you please, I wish to drink some beer. A schooner or a midi? How long you been in Australia, mate? Oh, I just arrived today, sir. Oh, that explains it. These big glasses are called schooners and the small ones are middies. Oh, thank you. Schooner or midi? I wish to have a midi. Comme souvent, la mise en avant du cinéma, de la culture en général, tient d'une volonté politique. Philip Adams, un des hommes clés de la renaissance du cinéma australien, est chargé de faire un rapport, des recommandations au gouvernement et va, en 1969, s'adresser directement au nouveau Premier ministre, John Gorton, comme le raconte encore Melvin Z dans son ouvrage somme Mad Max Ultraviolence dans le cinéma. Adams affirme à Gorton que c'est l'indépendance culturelle du pays qui est en jeu. Dans l'un de ses courriers à Gorton, le critique écrit « Il est temps que les Australiens voient leur paysage à eux, entendent leur propre voix et rêvent leurs propres rêves. » Adams s'est entendu et, sous l'impulsion de John Gorton, puis de son successeur Gough Whitlam, l'industrie se restructure. Création de l'Australian Film Commission et de l'Australian Film Television and Radio School, mise en place d'allègements fiscaux, programme d'aide au niveau des États. The government shelling out piles of bloody moolah for any bastard who reckons he can paint pictures, write poems and make films. Un nouveau système de classification permet également à des films plus violents d'atteindre les écrans. Bref, avec le succès populaire de comédies paillardes comme Stork ou Les Aventures de Barry Mackenzie,
Couplé à une impulsion politique plus autorisante, un vent nouveau souffle sur l'industrie et plus de 400 films seront produits entre 1970 et 1985. En termes artistiques, ce sont tout d'abord des réalisateurs étrangers, britanniques notamment, qui impulsent cette reprise. Michael Powell donc, avec La conquête du bout du monde, puis Nicholas Rugg avec Walkabout en 1971 ou Ted Kotcheff avec Wake in Fright la même année. Ces réalisateurs tirent ainsi profit de la culture locale, avec la description des hawkers, avec la culture aborigène et les paysages typiques également. This is Australia, yes? If it hadn't been for these invaders telling us something about what we looked like and what our landscapes looked like, our cultural anonymity would have been utter. What they provided was a knowledge for would-be Australian filmmakers that we had the ability to tell tales about ourselves in a way that was dynamic and interesting. Et ce seront ensuite de jeunes talents australiens, pour beaucoup issus de la télévision, qui prendront le relais. Naît ainsi la nouvelle vague australienne, composée d'auteurs très différents et œuvrant dans des genres tout aussi éclectiques. Peter Weir avec la comédie horrifique Les voitures qui ont mangé Paris, Gillian Armstrong avec le drame Ma brillante carrière ou Ken Annam avec la chronique sociale Sunday Too Far Away. La série B va également se développer, un cinéma plus opportuniste donc, avec des compagnies qui veulent tirer parti d'aides fiscales très alléchantes, notamment celles issues du 10BA, mise en place en 1981 et qui permettent des allègements fiscaux très généreux. Le cinéma d'exploitation explose alors, celui qu'on nommera plus tard la Ozploitation, avec une grande diversité de genres, de la comédie grivoise à l'horreur, en passant par le film de biker, le western, l'érotisme, l'anticipation, le mondo ou même le film de kung-fu. Film dit d'auteur ou film dit d'exploitation, nombre de ces œuvres semblent partager un même mouvement. Le drame commence alors que les personnages quittent la ville, la civilisation, pour s'enfoncer au cœur du pays, plus sauvage. L'homme blanc face à la nature, le thème est au cœur de tous ces cinémas, et il suffit d'un accident pour que la vie des personnages ne tienne plus qu'à un fil. Oh, Felicia, where the fuck are we? This is a land of 500,000 square miles. A land of buffalo and wild pig, of great cattle herds and lonely homesteads. Mountains of mystery. Red tombs in Australia's dead heart, which hold the secrets of the Aborigines' dream time. À la différence du cinéma états-unien, des décors sauvages et spectaculaires de John Ford par exemple, le cinéma australien ne filme pas simplement des paysages, mais de véritables écosystèmes. Faussement déserts, ce sont en fait de véritables lieux de vie, regorgeant d'animaux, maîtres des lieux, regardant passer avec indifférence les humains qui tentent de survivre sur leur territoire. Ici, les rocs millénaires ont la même importance que le plus petit animal. Et c'est exactement cela que synthétise le plan d'ouverture de Long Weekend. D'un plan rapproché sur un crabe, on passe, par un travelling ascendant, à un plan large, embrassant un paysage immense. Cette figure de style visuel, liant l'infiniment grand à l'infiniment petit, se retrouve dans une large part du cinéma local, avec des zooms arrière évidemment, ou d'amples travelling avant, comme dans Furiosa, dans lequel on part du cosmos pour arriver sur une simple pêche, mais aussi via le montage, quand, comme dans Walkabout, un raccord nous fait passer d'un gros plan sur un minuscule lézard à un plan large dévoilant toute la nature alentour. Dans ces lieux, les hommes doivent cohabiter avec des insectes, ils sont sans cesse sous le regard de la faune. Dans Picnic à Hanging Rock, deux plans se succédant établissent même un parallèle entre les jeunes femmes et les fourmis. Un fondu enchaîné entremêle les espèces. Quand l'être humain s'abandonne, l'animal surgit, l'homme n'est là qu'un être vivant parmi tant d'autres, et la mise en image nous le rappelle sans cesse. On se rapproche alors du conte dans lequel la faune occupe une place aussi centrale que les hommes.
Et tous ces animaux, ces fourmis, ces scorpions, sont filmés en très gros plans, de façon à les rendre gigantesques, alors que les humains se retrouvent, eux, minuscules, tels des insectes. Whatever can those people be doing down there? Like a lot of ants. Le rapport d'échelle entre humains et animaux se trouble alors. La mise en image casse l'idée d'un cerf simplement documentaire pour donner au spectateur l'impression de voir des bêtes fabuleuses, mises en valeur comme les dinosaures de Jurassic Park. Cette dimension presque fantastique au sein de films dits réalistes, cette distorsion des points de vue, impose alors un univers original, une teinte onirique très particulière qui rassemble une large partie du cinéma australien. This we do for pleasure, so that we may shortly be at the mercy of venomous snakes and poisonous ants. How foolish can human creatures be? Dans nombre de films, la coexistence entre l'homme et l'animal est pacifique. Mais dans d'autres, le face-à-face va être nettement plus tendu. The Emu War est évidemment un pur pastiche de film de guerre. Mais, étonnamment, le film est tiré d'une histoire vraie, la Grande Guerre des émeus, datant de 1932. These are some of the unfortunate farmers whose wheat crops have been trampled down by hordes of emus. Le gouvernement déploie alors des soldats avec 2 mitrailleuses Lewis, celles utilisées pendant la Première Guerre mondiale, et 10 000 munitions. Things are desperate, and it's war to a finish this time. The scouts of the advancing army have keen eyesight, and in order to get close to the main body, our lads have to do some real stalking, with the enemy watching events through their periscopes, raised up over the heads of corn. Cette confrontation, plutôt cocasse, voire absurde, est en fait très représentative de l'opposition qui se joue entre homme et nature en Australie, et cette idée de lutte pour un territoire se retrouve aussi bien dans Long Weekend que dans Road Games. What is this place anyway? Oh, it's an old telegraph station. There used to be a town of about 700 people who lived here. What happened to him? In the 1800s, there was a plague of rabbits here. They ate all the vegetation, and the sand dunes began to advance. That's when everybody left. Malgré toute sa persévérance, l'homme n'a pas sa place dans cet univers, car par sa simple présence, incongrue, il vient briser l'harmonie naturelle et, quel que soit le genre du film, chronique sociale, survival, comédie, film post-apocalyptique, l'approche est sensiblement la même, avec des personnages en décalage avec leur environnement, dans lequel ils ne peuvent que se débattre pour survivre. À la différence des aborigènes, l'homme blanc ne se fond pas dans le territoire, il s'y attaque brutalement ou s'y perd totalement, seul au milieu de nulle part. It never ends, does it? All that space. L'idée d'errance et de survie, liée à la nature même du territoire australien, irrigue le cinéma local depuis ses origines. Dès lors, il est profondément logique que le film post-apocalyptique soit né ici, dans cet environnement, avec la série des Mad Max. Univers désolé, véhicule fantasque, survie en milieu hostile, la saga de George Miller, au fur et à mesure de ses épisodes, apparaît alors comme un précipité énervé de tout un siècle de cinéma. Et Long Weekend, dans ce continuum, se présente lui en quelque sorte comme un film pré-apocalyptique. Avec des personnages qui saccagent tout ce qui les entoure, le monde ne peut que courir à sa perte. Ainsi, si l'on compare les plans d'ouverture de Long Weekend et de Fury Road, l'idée de pré- et de post-apocalypse est évidente. Ici, nous sommes face à un écosystème encore vivant, que ce soit la faune ou la flore, et le mouvement de caméra est ascendant, majestueux. Là, le mouvement est descendant. Il n'y a que le désert à perte de vue, et l'animal, mutant, est dévoré par l'homme. Si Long Weekend et les Mad Max fonctionnent en miroir, leur opposition demeure fondamentale, car chez George Miller, le point de non-retour a été franchi.
thermonuclear skirmish. The earth is sour. Our bones are poisoned. We have become half-life. Mad Max 2, datant de 1981, dresse d'ailleurs dans Le bruit et la fureur une synthèse explosive des crises qui ont frappé l'humanité dans la décennie qui a précédé sa sortie en salle. You have to go back to another time when the world was powered by the black fuel. I remember a time of chaos, ruined dreams, this wasted land. Ainsi, en octobre 1972, les scientifiques Jürgen Randers et Donella et Dennis Meadows publient un rapport, Les limites de la croissance dans un monde fini, qui connaît un retentissement médiatique important. Ce rapport prévient que, si les tendances à la croissance qui caractérisent les sociétés humaines se poursuivent, les limites de la charge utile de la Terre seront bientôt atteintes et il s'ensuivra, sous une forme ou une autre, un effondrement irrésistible de la civilisation. Et quand, en France, l'agronome René Dumont devient en 1974 le premier candidat sous étiquette écologiste à se présenter à une élection présidentielle, sa prise de parole est alors sans concession. On nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là, parmi nous. Ce discours préfigure toutes les thématiques du film post-apocalyptique et pourrait même être inséré tel quel dans l'introduction de Mad Max 2. The city's exploded. L'apocalypse, elle est là, parmi nous. A whirlwind of looting, a firestorm of fear. Men began to feed on men. Oui, la catastrophe écologique est déjà là, et le cinéma en est pleinement conscient. Dès 1973, Soleil Vert nous montre une Terre en surchauffe, surpeuplée, surpolluée, aux ressources naturelles épuisées, cela étant la conséquence de 2 siècles d'industrialisation galopante et incontrôlée. Cette fuite en avant ne peut mener qu'à la catastrophe, et donc en arriver ici. In the future, cities will become deserts. Roads will become battlefields. Les crises pétrolières de 1973 et 1979 marquent à cette époque de véritables bascules. Ces chocs touchent directement les populations, déstabilisent toute l'économie occidentale et viennent jeter un doute sur l'avenir de nos sociétés, organisées autour d'un pétrole abondant et bon marché. Dans Mad Max 2, tout le récit tourne autour de la maîtrise d'une raffinerie. Le film pose ainsi une question simple, que se passe-t-il après l'apocalypse, qu'elle soit nucléaire ou pétrolière ? Et cette interrogation est éminemment politique, car raconter un futur oblige à réfléchir à notre présent, à établir un constat. George Miller met ainsi largement en exergue le paradoxe humain, les excès absurdes de la société de consommation des 30 Glorieuses, métaphorisés par les courses-poursuites. La lutte pour la récupération d'une denrée rare, ici le pétrole, ne peut se faire que dans son gaspillage décomplexé. S'illustrent là les réflexions d'Herbert Marcus, philosophe allemand, dans L'homme unidimensionnel en 1964. La société industrielle qui s'approprie la technologie et la science s'est organisée pour dominer toujours plus efficacement l'homme et la nature, pour utiliser ses ressources toujours plus efficacement. Le capitalisme serait toujours capable de maintenir et même d'augmenter le standard de vie pour une fraction croissante de la population, et cela en même temps qu'il intensifierait les moyens de destruction, en même temps qu'il entretiendrait un gaspillage méthodique des ressources et des aptitudes. Tout ce qui est suggéré par Long Weekend est donc acté par la saga Mad Max. Dans une fuite en avant mêlant égoïsme humain, violence hypertrophiée, privatisation et gaspillage des ressources naturelles, l'homme a effectivement détruit le monde. Without fuel, they were nothing. They'd built a house of straw. The thundering machine sputtered and stopped.